Un jeune homme paie la note d'un vieil homme mis à la porte d'un restaurant. Le lendemain, il est surpris par des hommes en costume. Par ce matin ensoleillé de juin, les rues de Paris bruissaient d'une activité inhabituelle. Les terrasses des cafés débordèrent de clients, profitant des premiers rayons de l'été naissant. Parmi cette foule animée, un jeune garçon d'une douzaine d'années se frayait un chemin, son cartable sur le dos. C'était Lucas, un élève de 6e au collège Saint-Michel, situé dans le 5e arrondissement. Lucas était un garçon ordinaire, avec ses cheveux châtains en bataille et ses yeux noisettes pétillants de malice. Ce jour-là, il se sentait particulièrement fier. Ses parents lui avaient confié une mission importante. Pour la première fois, ils lui avaient donné de l'argent pour qu'il puisse déjeuner seul au restaurant après l'école. C'était une marque de confiance qui le faisait se sentir grand, presque adulte. Alors qu'il marchait d'un pas léger vers son école, son regard fut attiré par une scène qui se déroulait devant un petit bistrot. Un vieil homme, vêtu d'un costume élimé mais propre, était en train de se faire expulser du restaurant par un serveur à l'air mécontent. « Monsieur, je vous ai déjà dit que nous ne pouvions pas vous servir si vous n'avez pas d'argent pour payer », disait le serveur d'un ton ferme mais embarrassé. Le vieil homme, le dos voûté et les mains tremblantes, essayait de s'expliquer. « Je vous en prie, j'ai oublié mon portefeuille chez moi. Je suis un client régulier, vous me connaissez. » Mais le serveur restait inflexible, bien que visiblement mal à l'aise face à cette situation. « Je suis désolé, monsieur, mais ce sont les règles. Je ne peux rien faire. » Lucas s'était arrêté, observant la scène avec un mélange de curiosité et de compassion. Le vieil homme lui rappelait son grand-père, décédé quelques années auparavant. Il avait le même regard doux et un peu perdu, la même dignité malgré l'adversité. Sans réfléchir, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas totalement lui-même, Lucas s'approcha du serveur et du vieil homme. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix timide mais déterminée. « Je peux payer pour ce monsieur. » Le serveur et le vieil homme se tournèrent vers lui, surpris. Lucas sortit les billets que ses parents lui avaient donnés pour son propre déjeuner et les tendit au serveur. « Est-ce que ça suffira ?» demanda-t-il, le cœur battant. Le serveur, pris de court, regarda alternativement Lucas et le vieil homme, puis les billets. Après un moment d'hésitation, il prit l'argent avec un sourire reconnaissant. « C'est très gentil à vous, jeune homme, » dit-il. « Ça suffira largement. » Puis, se tournant vers le vieil homme, « Je vous en prie, monsieur, vous pouvez entrer. Votre repas sera servi dans un instant. » Le vieil homme, les yeux embués de larmes, se tourna vers Lucas. « Mon garçon, » dit-il d'une voix chevrotante, « je ne sais comment te remercier. Tu es un ange descendu du ciel. » Lucas, embarrassé par tant d'attention, haussa les épaules. « Ce n'est rien, monsieur. J'espère que vous apprécierez votre repas. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, le vieil homme le retint doucement par le bras. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Lucas, » répondit-il. « Lucas Moreau. »« Lucas Moreau, » répéta le vieil homme, comme s'il voulait graver ce nom dans sa mémoire. « Je m'appelle Albert Durand. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. » Lucas hocha la tête un peu gêné, puis regarda sa montre. « Je dois y aller, monsieur. Je vais être en retard à l'école. »« Bien sûr, dit Albert en le relâchant. « Encore merci, Lucas. Que Dieu te bénisse. » Lucas reprit son chemin vers l'école, le cœur léger malgré son porte-monnaie vide. Il ne savait pas encore que ce simple geste de bonté allait changer le cours de sa vie et celle de bien d'autres personnes. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard pour Lucas. Il était distrait en classe, repensant sans cesse à sa rencontre avec le vieil Albert. Quand vint l'heure du déjeuner, son estomac gargouilla, lui rappelant qu'il n'avait plus d'argent pour manger. Mais étrangement, cela ne le dérangeait pas. Le souvenir du sourire reconnaissant d'Albert valait bien un repas sauté. Ce soir-là, lorsque ses parents lui demandèrent comment s'était passée sa journée, Lucas hésita. Devait-il leur parler de ce qu'il avait fait? Finalement, il décida de garder le secret. Ce moment lui appartenait. C'était son premier vrai acte d'adulte, et il voulait le chérir en silence. Ce que Lucas ne savait pas, c'est que pendant qu'il rentrait chez lui, Albert Durand était au téléphone avec son petit-fils, le docteur Étienne Durand, lui racontant avec émotion sa rencontre avec le jeune garçon. « Tu aurais dû voir ça, Étienne, » disait Albert, la voix encore tremblante d'émotion. « Ce garçon, il ne devait pas avoir plus de 12 ans, et il a donné tout son argent pour un vieil homme qu'il ne connaissait même pas. C'est le genre de choses qui vous redonne foi en l'humanité. »
Étienne écoutait son grand-père avec attention. À 35 ans, il était un médecin respecté, spécialisé en neurologie. « C'est vraiment une belle histoire, grand-père, dit-il. Comment s'appelait ce garçon déjà ?»« Lucas Moreau, répondit Albert. « Je n'oublierai jamais ce nom. »« Lucas Moreau, répéta Étienne pensif. « Tu sais, grand-père, je crois que je vais faire quelques recherches sur ce jeune homme. Un acte de bonté comme celui-ci mérite d'être reconnu. » Albert sourit à l'autre bout du fil. « Tu as raison, Étienne. Ce garçon est spécial. J'ai le sentiment qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. » Ils ne savaient pas à quel point ils avaient raison. Le geste de Lucas avait mis en mouvement une série d'événements qui allaient changer leur vie à tous, d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Les semaines qui suivirent l'incident du restaurant passèrent rapidement pour Lucas. L'été arriva, apportant avec lui les longues journées ensoleillées et les vacances comme scolaires. Lucas passait ses journées à jouer avec ses amis dans les parcs de Paris, à lire des bandes dessinées à l'ombre des arbres et à rêver de l'avenir. Pendant ce temps, le docteur Étienne Durand n'avait pas oublié l'histoire que son grand-père lui avait racontée. Intrigué par le jeune garçon qui avait fait preuve d'une telle générosité, il avait commencé à faire des recherches discrètes. Ce ne fut pas difficile de trouver la famille Moreau dans le 5e arrondissement de Paris. Un jour de juillet, alors que la chaleur écrasante poussait les Parisiens à chercher refuge dans les espaces verts de la ville, Étienne décida de passer à l'action. Il se rendit au parc des Buttes-Chaumont, où il savait que la famille Moreau aimait passer ses dimanches. Il repéra rapidement Lucas, qui jouait au frisbee avec son père. Le garçon avait grandi depuis l'incident du restaurant, mais son sourire lumineux était resté le même. Étienne s'approcha lentement, ne voulant pas effrayer la famille. « Excusez-moi », dit-il poliment en s'adressant aux parents de Lucas. « Je m'appelle Étienne Durand. Je suis médecin à l'hôpital Saint-Antoine. Je me demandais si je pourrais vous parler un moment. » Les parents de Lucas, Marie et Thomas Moreau échangèrent un regard surpris. « Bien sûr, » dit Marie, intriguée. « Que pouvons-nous faire pour vous, docteur Durand ?» Étienne leur raconta alors l'histoire que son grand-père lui avait rapportée, comment Lucas avait aidé un vieil homme dans le besoin. Les yeux de Marie et Thomas s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent de fierté en regardant leur fils. « Lucas, » dit Thomas, la voix légèrement tremblante, « pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Lucas, rougissant sous la tension soudaine, haussa les épaules. « Je ne voulais pas me vanter, » murmura-t-il. Étienne s'accroupit pour être au niveau de Lucas. « Ce que tu as fait était très noble, Lucas. Mon grand-père n'a pas arrêté d'en parler depuis ce jour-là. Tu as vraiment fait une différence dans sa vie. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Comment va-t-il » demanda-t-il avec inquiétude. « Il va bien, » répondit Étienne en souriant. « En fait, il aimerait beaucoup te revoir si tes parents sont d'accord. » Marie et Thomas échangèrent un regard, puis acquiescèrent. « Nous serions ravis de rencontrer votre grand-père, docteur Durand, » dit Marie. C'est ainsi que naquit une amitié improbable entre deux familles que tout semblait séparer. Les Moreau, une famille de classe moyenne, et les Durand, issus d'un milieu plus aisé, commencèrent à se voir régulièrement. Albert devint comme un deuxième grand-père pour Lucas, toujours prêt à partager ses histoires et sa sagesse. Au fil des mois, puis des années, Lucas grandit sous l'œil bienveillant d'Albert et Étienne. Le jeune garçon, fasciné par le travail d'Étienne, commença à s'intéresser de plus en plus à la médecine. Il passait des heures à écouter Étienne parler de ses patients, de ses recherches, des mystères du corps humain. « Tu sais, Lucas, » lui dit un jour Étienne, alors qu'il se promenait dans les jardins du Luxembourg, « je pense que tu ferais un excellent médecin. Tu as cette compassion naturelle, cette envie d'aider les autres. C'est la qualité la plus importante pour un bon médecin. » Les yeux de Lucas brillèrent à ces mots. « Vous pensez vraiment que je pourrais devenir médecin comme vous, docteur Étienne ?» Étienne rit doucement. « Je ne le pense pas, Lucas. J'en suis certain. Mais rappelle-toi, le chemin est long et difficile. Il faudra travailler dur, étudier pendant de nombreuses années. Es-tu prêt pour ça ?» Lucas hocha la tête avec détermination. « Je suis prêt, » dit-il. « Je veux aider les gens comme vous le faites. » À partir de ce moment, Lucas redoubla d'efforts dans ses études. Ses parents, bien que fiers de son ambition, s'inquiétaient parfois de le voir travailler si dur. Mais Lucas était déterminé. Il voulait rendre fiers non seulement ses parents, mais aussi Albert et Étienne, qui étaient devenus comme une deuxième famille pour lui. Les années passèrent,
et Lucas continua à exceller dans ses études. Il obtint son baccalauréat avec mention très bien, puis fut admis en faculté de médecine. Le jour de son admission, toute la famille élargie se réunit pour célébrer. Albert, maintenant âgé de 85 ans, avait les larmes aux yeux en serrant Lucas dans ses bras. « Mon garçon, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, qui aurait cru que ce jour où tu m'as aidé dans ce restaurant mènerait à tout cela? Tu as changé ma vie, Lucas, et maintenant, tu vas changer celle de tant d'autres personnes. » Lucas, ému, ne put que hocher la tête, Il savait que son chemin ne faisait que commencer. Mais avec le soutien de sa famille, biologique et choisie, il se sentait prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin lui réservait encore bien des surprises. Son voyage ne faisait que commencer, et les liens qu'il avait tissés allaient de bientôt être mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les années d'études de médecine passèrent comme un tourbillon pour Lucas. Entre les cours intensifs, les nuits blanches à réviser et les stages à l'hôpital, il avait à peine le temps de respirer. Mais sa passion ne faiblissait jamais. Chaque nouvelle connaissance acquise, chaque patient qu'il aidait pendant ses stages, ne faisait que renforcer sa conviction d'avoir choisi la bonne voie. Étienne, devenu son mentor officieux, le guidait à travers les méandres complexes de la formation médicale. Albert, malgré son âge avancé, restait une source constante d'encouragement et de sagesse. Quant à ses parents, ils ne cessaient de s'émerveiller devant la détermination de leur fils. C'est durant sa 4e année de médecine que Lucas rencontra Chloé. Elle était étudiante en lettres à la Sorbonne, avec des yeux verts pétillants et un rire contagieux. Leur rencontre dans un café près de la faculté fut comme un coup de foudre. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils trouvèrent toujours du temps l'un pour l'autre. Chloé s'intégra rapidement dans la famille élargie de Lucas. Elle adorait écouter les histoires d'Albert et était fascinée par les discussions médicales entre Lucas et Étienne. Pour Lucas, Chloé était comme un rayon de soleil dans ses journées stressantes d'étudiant en médecine. La vie semblait parfaite. Lucas excellait dans ses études. Il avait une petite amie merveilleuse et une famille aimante qui le soutenait. Mais le destin avait d'autres plans. C'était un soir d'automne, juste après que Lucas ait terminé un long quart de garde à l'hôpital dans le cadre de son stage. Il était fatigué mais heureux. Il venait d'assister à son premier accouchement et l'expérience l'avait profondément ému. Il avait hâte de rentrer chez lui et de partager ce moment avec Chloé. La pluie tombait drue ce soir-là, rendant la route glissante. Lucas conduisait prudemment, mais il ne vit pas la voiture qui grilla le feu rouge. L'impact fut violent. Le monde de Lucas bascula en un instant. Lorsqu'il reprit conscience, il était allongé sur un lit d'hôpital entouré de machines bipantes. La douleur était omniprésente, mais ce qui le frappa le plus fut l'incapacité de bouger ses jambes. La panique le submergea. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de visites de médecins, d'examens et de diagnostics. Le verdict tomba comme un coup près. Lucas avait subi une grave lésion de la moelle épinière. Il était paralysé des jambes. La nouvelle dévasta sa famille. Ses parents étaient inconsolables. Albert semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Mais c'est Étienne qui prit les choses en main. Il mit tout son réseau professionnel à contribution pour s'assurer que Lucas reçoive les meilleurs soins possibles. « Ne t'inquiète pas, Lucas », lui dit Étienne un soir, alors qu'ils étaient seuls dans la chambre d'hôpital. « La médecine fait des progrès chaque jour. Nous allons te remettre sur pied, je te le promets. » Lucas hocha la tête, mais son cœur n'y était pas. Comment pourrait-il devenir médecin maintenant? Comment pourrait-il prendre soin des autres alors qu'il ne pouvait même pas prendre soin de lui-même? Les semaines passèrent, et Lucas commença une longue et douloureuse rééducation. Chaque mouvement était une lutte, chaque progrès minuscule une victoire durement gagnée. Mais malgré tous ses efforts, ses jambes restaient désespérément immobiles. C'est durant cette période difficile que Lucas remarqua un changement chez Chloé. Elle venait le voir moins souvent, semblait mal à l'aise en sa présence. Il essayait de se convaincre que c'était normal, qu'elle avait besoin de temps pour s'adapter à la situation, tout comme lui. Mais un jour, environ 3 mois après l'accident, Chloé vint le voir avec une expression grave sur le visage. « Lucas, dit-elle doucement, il faut qu'on parle. » Le cœur de Lucas se serra. Il connaissait ce ton, il savait ce qui allait suivre. « Je suis désolé, » continua Chloé, les larmes aux yeux.
J'ai essayé, vraiment. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas assez forte pour ça, pour nous. Lucas resta silencieux. Les mots lui manquaient. Une partie de lui voulait supplier Chloé de rester, de lui donner une chance. Mais une autre partie, plus rationnelle, comprenait. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même, et il ne pouvait pas demander à Chloé de sacrifier son avenir pour lui. « Je comprends », dit-il finalement, la voix brisée. « Tu mérites mieux que ça, Chloé. Tu mérites quelqu'un qui puisse t'offrir la vie dont tu as toujours rêvé. » Chloé éclata en sanglots, se penchant pour l'embrasser une dernière fois avant de quitter la chambre. Lucas la regarda partir, sentant une partie de son cœur se briser. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôpital, Lucas pleura pour la première fois depuis l'accident. Il pleura pour ses rêves brisés, pour l'avenir qu'il avait imaginé avec Chloé, pour la vie qu'il avait perdue. Mais au milieu de son chagrin, une petite voix au fond de lui refusait d'abandonner. Une voix qui ressemblait étrangement à celle d'Albert. « Tu as survécu, mon garçon », semblait dire cette voix. « Tu es toujours là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Le lendemain matin, lorsqu'Étienne vint le voir pour sa visite quotidienne, il trouva Lucas différent. Il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux, une force qu'il n'avait pas vue depuis l'accident. « Docteur Étienne, » dit Lucas, « je veux continuer mes études de médecine. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est possible, mais je veux essayer. » Étienne sourit, des larmes de fierté brillant dans ses yeux. « Je savais que tu dirais ça, dit-il, et je te promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela arrive. » C'était un nouveau chapitre qui s'ouvrait pour Lucas. Un chapitre rempli de défis, de douleurs, mais aussi d'espoir. Il ne savait pas encore où ce chemin le mènerait, mais il était déterminé à le suivre, pas après pas, jour après jour. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles que Lucas ait jamais connus. Chaque jour était une lutte, non seulement contre les limites de son corps, mais aussi contre le découragement et le désespoir qui menaçaient constamment de l'engloutir. La rééducation était un processus lent et douloureux. Lucas passait des heures chaque jour à travailler avec des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes et des médecins spécialistes. Petit à petit, il apprenait à vivre avec son nouveau corps, à accomplir les tâches quotidiennes d'une manière différente. Parallèlement, il s'efforçait de poursuivre ses études de médecine. Ce n'était pas facile. Les longues heures de cours et de stages étaient épuisantes et il devait constamment s'adapter, trouver de nouvelles façons de faire les choses. Mais Lucas était déterminé. Chaque obstacle franchi, chaque petit progrès, ne faisait que renforcer sa résolution. Sa famille était son roc pendant cette période. Ses parents étaient toujours là pour lui, l'encourageant dans les moments difficiles, célébrant chaque victoire, aussi minime soit-elle. Albert, malgré son âge avancé, venait le voir presque tous les jours, apportant avec lui sa sagesse et son humour inébranlable. Quant à Étienne, il était devenu bien plus qu'un mentor. Il était un ami, un confident, presque un frère. C'est lui qui se battait contre l'administration de la faculté de médecine pour s'assurer que Lucas puisse continuer ses études. Lui qui passait des heures à adapter le matériel médical pour que Lucas puisse l'utiliser. Un jour, alors que Lucas était particulièrement découragé après une séance de rééducation difficile, Étienne lui dit « Tu sais, Lucas, je pense que tu seras un bien meilleur médecin maintenant. » Lucas le regarda avec surprise. « Comment ça ? Tu as vécu l'expérience de la maladie, de la douleur, de l'impuissance, » expliqua Étienne. « Tu comprends ce que ressentent tes patients d'une manière que peu de médecins peuvent comprendre. Cette expérience, aussi difficile soit-elle, te rendra plus empathique, plus compréhensif. C'est un don précieux pour un médecin. » Ces mots eurent un profond impact sur Lucas. Il commença à voir son handicap non plus comme un obstacle, mais comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Les mois passèrent, se transformant en années. Lucas continua à travailler dur, à la fois sur sa rééducation et sur ses études. Il y eut des hauts et des bas, des moments de découragement et des moments de triomphe. Mais petit à petit, il avançait. 5 ans après l'accident, Lucas était méconnaissable. Physiquement, il était toujours en fauteuil roulant, mais il se déplaçait avec une aisance qui impressionnait tous ceux qui le connaissaient. Mentalement, il était plus fort que jamais. Les épreuves qu'il avait traversées l'avaient forgé, lui donnant une résilience et une détermination à toute épreuve. Et puis vint le jour tant attendu, la remise des diplômes. Lucas, vêtu de sa robe de cérémonie,
roulait fièrement vers l'estrade pour recevoir son diplôme de médecin. Dans le public, ses parents pleurèrent de joie. Albert applaudissait à tout rompre et Étienne souriait avec fierté. Alors qu'il recevait son diplôme, Lucas ne put s'empêcher de penser au long chemin parcouru. Il pensa au jeune garçon qui avait aidé un vieil homme dans un restaurant, il y a tant d'années. Il pensa à l'étudiant enthousiaste qu'il était avant l'accident. Il pensa à toutes les personnes qu'il avait soutenues, qui avaient cru en lui quand lui-même doutait. Ce soir-là, alors que toute la famille était réunie pour célébrer, Albert leva son verre pour porter un toast. « À Lucas », dit-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Tu nous as montré ce que signifie vraiment le courage et la persévérance. Tu es la preuve vivante que rien n'est impossible si on y croit vraiment. » Lucas sentit les larmes lui monter aux yeux. Il regarda autour de lui, voyant l'amour et la fierté sur les visages de sa famille. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment en paix. Mais le destin n'en avait pas fini avec Lucas. Alors qu'il pensait avoir surmonté sa plus grande épreuve, la vie s'apprêtait à lui lancer un nouveau défi. Un défi qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Le docteur Lucas Moreau, fraîchement diplômé, commença sa carrière médicale avec un enthousiasme renouvelé. Malgré les défis que présentait son handicap, il s'adapta rapidement à la vie hospitalière. Ses collègues et ses patients l'appréciaient pour son empathie, sa patience et sa compréhension unique de la souffrance. Un jour, environ 6 mois après le début de son internat, Lucas fut affecté au service de réadaptation. C'était un domaine qui lui tenait particulièrement à cœur, étant donné son expérience personnelle. C'est là qu'il rencontra Sophie. Sophie était kinésithérapeute, spécialisée dans la réadaptation des patients ayant subi des traumatismes médulaires. Dès leur première rencontre, Lucas fut frappé par son professionnalisme et sa gentillesse. Elle avait une façon unique de mettre les patients à l'aise, de les encourager sans les brusquer. Au fil des semaines, Lucas et Sophie commencèrent à travailler étroitement ensemble. Ils partageaient la même passion pour leur travail, le même désir d'aider leurs patients à retrouver une vie aussi normale que possible. Petit à petit, une amitié se développa entre eux. Lucas se surprit à attendre avec impatience les moments où il travaillait avec Sophie. Il admirait sa force, son intelligence, sa compassion. Pour la première fois depuis son accident, il sentait son cœur s'ouvrir à nouveau. Un soir, alors qu'il terminait tard à l'hôpital, Sophie proposa à Lucas de prendre un café. Ils passèrent des heures à discuter, partageant leurs expériences, leurs espoirs, leurs craintes. Lucas se sentait à l'aise avec Sophie d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au fil des mois, leur relation évolua naturellement de l'amitié vers quelque chose de plus profond. Lucas était nerveux au début, craignant que son handicap ne soit un obstacle, mais Sophie le surprit par son acceptation totale et son soutien inconditionnel. « Tu sais, » lui dit-elle un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, « je t'admire tellement, Lucas. Ta force, ta détermination, tu es une inspiration pour moi et pour tous nos patients. » Lucas sentit son cœur se gonfler de bonheur. Pour la première fois depuis son accident, il se sentait vraiment aimé et accepté pour qui il était, handicap compris. Leur relation s'épanouit, apportant une nouvelle lumière dans la vie de Lucas. Il redécouvrit la joie des petits moments partagés, des rires complices, des projets d'avenir. Cependant, Lucas hésitait encore à présenter Sophie à sa famille. Il savait qu'il serait heureux pour lui, mais une partie de lui craignait leur réaction. Et s'il pensait que Sophie était avec lui par pitié? Et s'il pensait qu'il allait trop vite? Finalement, après plusieurs mois de relation, Lucas décida qu'il était temps. Il organisa un dîner chez ses parents, invitant toute la famille élargie. Ses parents, Albert, Étienne et sa femme. Le soir du dîner, Lucas était nerveux. Il pouvait sentir la curiosité de sa famille alors qu'il les informait qu'il amenait quelqu'un de spécial. Quand Sophie arriva, il y eut un moment de surprise, suivi rapidement par un accueil chaleureux. Albert en particulier semblait ravi. Il prit Sophie à part à un moment de la soirée et lui dit « Vous savez, mademoiselle, je n'ai jamais vu Lucas aussi heureux. Merci de lui avoir redonné ça. » Sophie sourit, les larmes aux yeux. « C'est lui qui me rend heureuse, » répondit-elle simplement. La soirée fut un succès. La famille de Lucas accueillit Sophie à bras ouverts, la traitant immédiatement comme l'un des leurs. Lucas se sentait débordant de bonheur.
entouré des personnes qu'il aimait le plus au monde. Alors que la soirée touchait à sa fin, Étienne prit Lucas à part. « Je suis tellement heureux pour toi, Lucas, » dit-il, une lueur de fierté dans les yeux. « Sophie est vraiment quelqu'un de spécial. Je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. » Lucas sourit, ému par les paroles de son mentor. « Merci, Étienne. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ce bonheur, mais je suis reconnaissant chaque jour. » Étienne posa une main sur l'épaule de Lucas. « Tu le mérites, plus que quiconque. Tu as traversé tellement d'épreuves, et tu en es sorti plus fort. » Sophie voit la même chose que nous voyons tous. Un homme extraordinaire, plein de compassion et de courage. Ces mots touchèrent Lucas profondément. Il réalisa à quel point il avait de la chance d'avoir une telle famille, une telle communauté autour de lui. Les mois qui suivirent furent comme un rêve pour Lucas. Sa relation avec Sophie s'épanouissait, son travail à l'hôpital était gratifiant, et il se sentait plus en paix avec lui-même qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Cependant, le destin avait encore une surprise en réserve pour Lucas. Un jour, alors qu'il travaillait à l'hôpital, Lucas reçut un appel urgent. C'était sa mère en larmes. Albert avait fait une grave chute chez lui et avait été admis aux urgences. Lucas se précipita immédiatement au chevet d'Albert. Le vieil homme était pâle et fragile dans son lit d'hôpital, relié à diverses machines. Le diagnostic était sombre. Albert avait subi un traumatisme crânien sévère lors de sa chute. Les jours qui suivirent furent une montagne russe émotionnelle pour toute la famille. Albert oscillait entre conscience et inconscience, son état changeant d'heure en heure. Lucas passait tout son temps libre à l'hôpital, veillant sur l'homme qui était devenu comme un second père pour lui. Une nuit, alors que Lucas était seul avec Albert, le vieil homme ouvrit les yeux et le regarda avec une clarté surprenante. « Lucas » murmura-t-il faiblement. « Mon garçon. » Lucas prit la main d'Albert dans la sienne. « Je suis là, Albert. Tout va bien se passer. » Albert sourit faiblement. « Tu sais, Lucas, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier vraiment. »« Me remercier ?» demanda Lucas, confus. « Pour ce jour-là, au restaurant, » expliqua Albert. « Tu m'as sauvé ce jour-là, pas seulement d'un repas manqué, mais de la solitude. Tu m'as donné une nouvelle famille, un nouveau but. Tu as changé ma vie. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Lucas. « C'est vous qui avez changé ma vie, Albert. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment la force, la gentillesse, la résilience. » Albert serra faiblement la main de Lucas. « Promets-moi une chose, mon garçon. Promets-moi que tu continueras à répandre cette bonté dans le monde. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Je promets, » murmura Lucas, la gorge serrée par l'émotion. Albert ferma les yeux, un sourire paisible sur son visage. Quelques heures plus tard, entouré de sa famille, il s'éteignit doucement. Le chagrin de Lucas était profond, mais il était également empreint d'une profonde gratitude pour tout ce qu'Albert lui avait apporté. Lors des funérailles, Lucas prit la parole pour rendre hommage à cet homme extraordinaire qui avait si profondément marqué sa vie. « Albert nous a appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « C'est une question d'amour, de choix, de liens que nous tissons les uns avec les autres. Il nous a montré que même le plus petit acte de bonté peut avoir des répercussions inimaginables. » Alors qu'il prononçait ces mots, Lucas réalisa quelque chose. La mort d'Albert était une fin, certes, mais c'était aussi un nouveau commencement. C'était à lui maintenant de perpétuer l'héritage d'Albert, de continuer à répandre cette bonté dans le monde. Dans les semaines qui suivirent, Lucas commença à réfléchir sérieusement à l'avenir. Il pensait à sa promesse à Albert, à son désir de faire une différence dans la vie des autres. Et c'est alors qu'une idée commença à germer dans son esprit. Une idée qui allait une fois de plus changer le cours de sa vie. Les mois qui suivirent la mort d'Albert furent une période de réflexion intense pour Lucas. Il passait de longues heures à discuter avec Sophie, Étienne et ses parents de ses idées, de ses rêves, de ce qu'il voulait accomplir dans sa vie. Un soir, alors qu'il dînait avec Sophie dans leur appartement, Lucas lui fit part de son idée. « Je veux créer une fondation, » dit-il, les yeux brillants d'excitation. « Une fondation qui aidera les personnes handicapées à poursuivre leurs rêves comme j'ai pu le faire. Je veux l'appeler la Fondation Albert, en l'honneur d'Albert. » Sophie le regarda avec un mélange de fierté et d'amour. « C'est une idée merveilleuse, Lucas. Je pense qu'Albert serait très fier. » Lucas hocha la tête, ému. « Je veux que cette fondation soit plus qu'une simple aide financière. Je veux créer un réseau de soutien, de mentorat. Je veux montrer aux gens que le handicap n'est pas une fin,
mais un nouveau départ. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Lucas mit toute son énergie dans la création de la Fondation Albert. Il rencontra des avocats, des comptables, des philanthropes. Il passa des heures à peaufiner le concept, à définir les objectifs de la Fondation. Étienne fut d'une aide inestimable dans ce processus. Il mit Lucas en contact avec des collègues influents, l'aida à naviguer dans les méandres administratifs de la création d'une fondation. Enfin, après des mois de travail acharné, la Fondation Albert vit le jour. Le jour du lancement, Lucas se tenait devant un auditoire composé de sa famille, de ses amis, de collègues et de journalistes. Il prit une profonde inspiration et commença son discours. Il y a des années, j'ai posé un geste simple. J'ai aidé un vieil homme que je ne connaissais pas. Ce geste a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il m'a donné une famille, un mentor, un but. Aujourd'hui, je veux perpétuer cet héritage de bonté. Il expliqua ensuite le but de la Fondation, comment elle allait aider les personnes handicapées à poursuivre leurs rêves, à surmonter les obstacles, à trouver leur place dans le monde. Nous ne sommes pas définis par nos limitations, conclut-il, mais par notre capacité à les surmonter. La Fondation Albert est là pour vous aider à trouver cette force en vous. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Lucas vit des larmes dans les yeux de ses parents, de Sophie, d'Étienne. Il sentit une vague d'émotion le submerger. Il avait l'impression qu'Albert était là, quelque part, souriant avec fierté. Dans les mois et les années qui suivirent, la Fondation Albert prit de l'ampleur. Elle aida des dizaines, puis des centaines de personnes handicapées à poursuivre leurs études, à lancer leur entreprise, à réaliser leurs rêves. Lucas travaillait sans relâche, jonglant entre son travail à l'hôpital et la gestion de la Fondation. Un jour, alors qu'il participait à un gala de collecte de fonds pour la Fondation, Lucas fut approché par une jeune femme en fauteuil roulant. « Docteur Moreau, dit-elle timidement, je voulais vous remercier. Grâce à votre fondation, j'ai pu terminer mes études de droit. Je viens d'être admise au barreau. » Lucas sourit, ému. « C'est vous qu'il faut féliciter. Vous avez fait le travail difficile. » La jeune femme secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Avant de connaître votre histoire, je pensais que ma vie était finie à cause de mon accident. Vous m'avez montré que ce n'était qu'un nouveau départ. » Ces mots touchèrent Lucas profondément. Il réalisa que c'était exactement ce qu'Albert avait fait pour lui toutes ces années auparavant. Il avait transformé une tragédie en opportunité, un nouveau départ. Quelques années plus tard, Lucas et Sophie se marièrent. Ce fut une cérémonie simple mais émouvante, entourée de leur famille et de leurs amis. Étienne était le témoin de Lucas, et tout le monde sentait la présence d'Albert comme un ange gardien bienveillant. Alors qu'ils échangèrent leurs vœux, Lucas ne put s'empêcher de penser au long chemin parcouru, du jeune garçon qui avait aidé un vieil homme dans un restaurant à l'homme qu'il était devenu, marié, médecin respecté, fondateur d'une organisation qui changeait des vies. Il pensa à Albert, à Étienne, à ses parents, à Sophie, à tous ceux qui l'avaient soutenu, qui avaient cru en lui. Il pensa à tous ceux qui l'avaient aidé à son tour, à tous ceux qui l'aideraient encore. Et il réalisa que c'était ça, le véritable héritage d'Albert. Pas seulement la fondation qui portait son nom, mais cette chaîne de bonté, cette famille qui s'étendait bien au-delà des liens du sang. Une famille unie non pas par la génétique, mais par l'amour, la compassion et le désir de faire une différence dans le monde. Alors que Lucas et Sophie quittaient l'église sous les applaudissements de leurs proches, Lucas eut la certitude qu'où qu'il soit, Albert souriait. Et il se promit de continuer à honorer cet héritage, jour après jour, un geste de bonté à la fois. Car après tout, n'est-ce pas ainsi que tout avait commencé? Par un simple geste de bonté qui avait changé des vies, créé une famille et inspiré tant d'autres à faire de même. Et c'est ainsi que l'histoire de Lucas, commencée par un acte de générosité dans un restaurant, se poursuivait. Une histoire d'amour, de résilience, de famille et d'espoir. Une histoire qui continuait à inspirer et à changer des vies, prouvant que même le plus petit geste de bonté peut avoir des répercussions infinies.